Bienvenue sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, je vous parle de la voiture qui est derrière moi, la Xpeng P7 Plus, dans sa version performance. Alors autant vous le dire tout de suite, cette voiture a un énorme point fort, c'est sa partie électrique, consommation, batterie, recharge top. Et elle a un énorme point négatif, c'est son comportement, c'est vraiment un bateau à l'américaine. C'est un peu dommage pour une chinoise, mais je vous parle de tout ça. Bon, vous connaissez la chanson, bien entendu, avant que je vous parle de cette voiture, on s'abonne, on active les notifications si ce n'est pas encore fait, c'est très important pour nous. Et maintenant, place à cette Xpeng P7 Plus. Alors maintenant, je vais commencer par vous parler du style, mais avant ça, je vais vous expliquer 2-3 petites choses. Je vais vous parler de ses dimensions. Cette voiture, c'est pas une petite voiture. 5,07 m de long, 1,93 m de large, 1,51 m de haut. Vous allez me dire, c'est pas super bon pour l'aérodynamique, c'est un gros jouet. Alors, un gros bébé, oui, mais bien profilé, avec un CX de 0,21 et surtout un SCX, donc la relation entre la surface frontale qui est d'environ 2,40 m carrés et le CX de 0,21, on arrive à un SCX qui est de 0,51 a priori. Donc ça, c'est assez impressionnant, sachant qu'en dessous de 0,6, on est vraiment très efficient et qu'une voiture normale se situe souvent aux alentours des 0,7, 0,75. Et on verra que ça a une importance en termes de consommation. Mais maintenant, on revient au style. Alors le style, il se remarque directement par la fameuse signature lumineuse X Robot Face, visage de robot en X, parce qu'il y a le grand bandeau ici que vous voyez, mais il y a également les éléments qui viennent ici et qui symbolisent le X que l'on retrouve ici dans le logo. Donc ça, c'est un premier élément. Bien entendu, qui dit voiture électrique dit aérodynamique très optimisée. C'est le cas ici. Il fait chaud, on vient de rouler avec la voiture avant de filmer, donc la voiture a besoin de ventiler un peu et de refroidir la partie électrique et la batterie entre autres, mais sinon les volets ici peuvent se refermer quand ce n'est pas nécessaire. Et enfin on retrouve les fameux air curtains, les rideaux d'air, qui vont permettre de créer un petit filet ici qui va stabiliser les turbulences et les tourbillons créés par les roues quand elles tournent. On a un nez très court, c'est très utile pour l'aérodynamique dans le cas présent, un pare-brise très incliné et une forme un peu en goutte d'eau. Ils n'ont rien inventé, Tesla le faisait déjà avec la Model 3, ici c'est encore accentué, mais qu'un travail sur les détails. C'est-à-dire non seulement on a ce côté fastback, mais on a également le côté très travaillé ici, qui va permettre de découper les flux d'air et donc de les stabiliser et de repousser plus loin les tourbillons, donc d'améliorer la traînée de la voiture. C'est excellent pour la consommation. On retrouve aussi une carrosserie très enveloppante, vous le voyez, très fluide, pas de diffuseur alambiqué ici, mais des formes simples et efficaces. Mais ça a aussi un impact sur le coffre, on le verra après. Dernier détail ici, on se rend compte qu'à l'arrière, on a un arrière quand même assez massif, relativement tombant avec cette forme ici spécifique. Je trouve juste dommage peut-être qu'il y ait trop de jeux de surface ici avec des découpes, avec des ajustements et des jours qui sont un peu irréguliers. Ça, c'est un peu dommage, ça gâche un petit peu la qualité du dessin complet. Mais ça reste un dessin qui est plutôt réussi, plutôt futuriste aussi dans une certaine manière et qui plaira sûrement à beaucoup de gens qui sont intéressés par des voitures très aérodynamiques. Alors avant de vous ouvrir le coffre et de vous en parler plus en détail, premier défaut, vous le voyez ici, c'est fumé, mais on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de cache-bagages sur ce coffre. Et ça, c'est un petit peu dommage. Bien entendu, c'est un haillon, c'est pratique, l'ouverture est assez grande. On a un coffre qui est plutôt volumineux, plus de 560 litres ici, mais concrètement, qui n'a pas une hauteur pratique très élevée, et donc ça peut être un peu contraignant. Ça, c'est une première chose. Par exemple, moi, mettre mon chien, mon labrador dedans, elle va pas être à l'aise parce qu'elle va être un peu engoncée comme ça. Cela dit, il y a quand même une mini-modularité ici, vous voyez, avec un bac ici qui va permettre soit de mettre les câbles, etc. Mais on a déjà une belle profondeur dedans. Voilà pour le coffre. Le volume total, quand on rabat les sièges, est de plus de 1900 litres ici, donc c'est quand même déjà très confortable. On profite là du grand empattement et de la grande longueur de la voiture. Bon, voyons voir à l'arrière. Et bon, déjà, premier mauvais point, ces poignées à la Tesla. Moi, je déteste ça. Heureusement, ça sera bientôt interdit par la Chine au 1er janvier 2027. Donc, la voiture a un profil fastback. C'est une première chose. Vous pouvez voir que le montant ici est assez épais. Donc, ça veut dire que l'ouverture de la porte en tant que telle n'est pas énorme. C'est joli, on a des portes, des fenêtres sans encadrement, ça c'est sympa. Mais voilà, en termes d'accès, et même pour ressortir, il faudra faire attention parce qu'on se cogne vite ici. Mais surtout, bon, on est dans une voiture électrique chinoise de 5 mètres de long. La question, c'est est-ce qu'on a de la place dedans? Et vous le voyez ici, clairement, on en a énormément. Moi, je fais 1m78, mais même quelqu'un qui fait 1m90 aura aucun souci à ce niveau-là. On est aussi dans une voiture chinoise. Comment est-ce qu'on le remarque? Par différentes petites attentions pour cette place-ci spécifiquement. On a autant de place pour les jambes là à l'arrière, ça, il n'y a pas de souci. Mais ici, vous avez droit à quelques petites attentions particulières. La première, c'est que vous avez droit à une petite tablette. Pour pouvoir travailler, bon, mes filles, c'était plutôt pour pouvoir jouer. On a également la possibilité de maximiser la place. Il suffit d'appuyer ici. La traduction poussée vers l'avant n'est pas la plus opportune, mais voilà, hop.
Et concrètement, on attend. Et tout est fait pour que vous ayez un maximum de place. Chose importante, même si le siège à l'avant est au plus bas, je pouvais quand même glisser légèrement mes pieds derrière, mais vous voyez là, hop, il y a de la place. Si j'enlève mes chaussures, vous m'excuserez, vous n'avez pas l'odeur, c'est pas plus mal. Mais vous voyez, on est tranquille, on est vraiment bien mis. Ce ne sont pas les seules attentions que vous avez à l'arrière. Vous avez ici sur cet écran la possibilité également d'avoir des options qui sont généralement cantonnées au siège avant, à savoir qu'ils sont chauffants, ventilés et massants. Pour les sièges extérieurs, je précise. Et donc ça, c'est quand même un luxe assez important et c'est très très agréable, surtout par les températures actuelles. C'est pas mon caméraman qui est en train de se faire cuire avec 35 degrés et un plein soleil qui dira le contraire. Mais donc le siège ventilé, c'est une invention merveilleuse et quand on peut l'avoir à l'arrière, c'est encore mieux. C'est une 5 places, plancher plat. Vous pouvez vous asseoir ici, il n'y a pas trop de problème. La voiture étant relativement large, on pourrait en mettre 3 comme moi sans être trop gêné. Sur 50 ou 60 bornes, il n'y a pas de souci. Par contre, ça a aussi des problèmes et les défauts d'une voiture classique. Ça, je suis pas trop grand, mais quelqu'un qui est plus grand, avec le plancher relativement haut et l'assise relativement basse, il se retrouvera vite avec les genoux un peu plus surélevés. Ça peut être moins confortable sur les longues distances. Une petite astuce pour y remédier, c'est peut-être d'utiliser simplement, hop, le dossier inclinable. Ça, c'est quand même pratique parce que ça vous permet d'avoir une position vraiment très confortable. Par contre, en termes de garde au toit, ce sera plus problématique. On n'a pas tout ce qu'on voudrait ici à l'arrière. Il y a du très bon, il y a du moins bon. En termes d'espace, il y a du très bon pour les jambes. Il y a du très bon avec les astuces que vous voyez ici. Très bon avec le confort. Mais par contre, garde au toit et accès, c'est un petit peu moyen, c'est un petit peu dommage. Et alors, au niveau de la couloir ici, c'est pas mal. Franchement, il est agréable. Bon, ça va être très vite salissant. On a les 2 porte-gobelets ici. Et on a même un petit élément pour poser son smartphone. Donc ça, par contre, c'est bien vu. C'est plutôt sympa. Maintenant, on va voir si, pour nous, Européens, qui aimons conduire, cette voiture est tout aussi sympa à l'avant. Alors, à l'avant, on retrouve l'univers Xpeng qu'on avait déjà découvert avec le G9 et plus spécifiquement le G6. Je vous invite à regarder les vidéos, bien entendu. Et avec un volant un peu rectangulaire et rond en même temps. Donc ça, c'est pas mal. Des commandes physiques, ça, c'est très bien. L'environnement est assez sobre. Très honnêtement, c'est plutôt qualitatif au premier regard, même si les ajustements ne sont pas aussi fins et précis que dans une vraie voiture premium, il faut le reconnaître. La qualité des matériaux, a priori, est vraiment agréable. On a des matériaux doux pratiquement partout. Et même quand on a des plastiques durs, ils sont pas trop désagréables. C'est vraiment sur les parties basses. Donc sur ce plan-là, c'est très bien. Et ça a un aspect un peu premium. Les couleurs claires y ajoutent, bien entendu. On a du faux bois ici qui tient plus du plastique, mais bon, voilà. Visuellement, en tout cas, ça marche bien. On est bien mis dans le fauteuil. On a un accoudoir qui est généreux avec la console centrale ici. Il y a bien entendu le rangement ici en dessous. Bon point, on a 2 emplacements de recharge par induction. Les 2 sont ventilés. Ça, c'est pas mal. Les utilisateurs d'iPhone ne manqueront pas d'apprécier. Autre élément appréciable dans cette voiture, c'est la visibilité. De manière générale, on a quand même une belle visibilité, donc ça c'est plutôt agréable. Seul petit bémol qu'il peut y avoir en fonction de votre gabarit, de votre position de conduite, les montants fortement inclinés, ça peut parfois être gênant dans certaines circonstances, rond-point, etc. Mais bon, on n'a pas à se plaindre. Et j'apprécie beaucoup la rétrovision également, avec un rétroviseur numérique qui peut switcher en version physique classique, miroir classique si on le veut. Et on a ici des rétroviseurs extérieurs sans encadrement, un peu à la Polestar ou à la Volvo. C'est plutôt sympa, c'est assez esthétique et qui sont suffisamment généreux pour avoir une bonne visibilité. En parlant de visibilité, bien entendu, ce qui est important aussi, c'est les écrans. Dans une voiture chinoise, à plus forte raison, puisqu'ici, il n'y a aucune commande physique générale pour les fonctionnalités hors de l'infodivertissement pour le son et passer d'une chanson d'une fréquence à l'autre et les aides à la conduite ici. Concrètement, on a 2 écrans. Un petit écran en bandeau ici de 8,8 pouces qui peut être pratique à condition d'avoir la bonne position du volant. C'est-à-dire si le volant est vraiment réglé bas. Les gens qui aiment rouler avec le volant un peu plus haut, il sera vite occulté. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est pas grave puisque en contrepartie, vous avez un affichage tête haute de 29 pouces qui lui est non seulement très lisible mais ultra complet. Peut aller jusqu'à afficher les images des caméras lorsque vous faites vos manœuvres, etc. Donc très honnêtement, c'est un des mieux réalisés et des mieux conçus qu'on ait eu la possibilité d'essayer. Et dans le centre, ici, on a un écran de 15,6 pouces qui permet bien entendu de régler soit en mode sombre, en mode jour classique ou automatique. Moi, je préfère le mode sombre ici, je trouve que c'est plus lisible. C'est un choix personnel. Et ça regroupe toutes les informations qu'on peut avoir. Donc on a une barre de menu ici en one layer, qui va rester là présente tout le temps avec les raccourcis classiques
Et là, l'écran d'accueil, ben, vous voyez, hop, on peut choisir de le splitter avec tout ce qui est lié à la conduite, la navigation. On peut décider, vous voyez, hop, c'est hyper réactif. Il y a un processeur Snapdragon derrière qui est très très puissant. C'est une des forces des voitures chinoises. Stellantis pourrait en prendre de la graine par exemple, et certains autres Européens aussi. Mais on a un affichage qui est très clair. Le système de navigation fonctionne très très bien. À aucun moment je n'ai ressenti le besoin d'utiliser Google Maps comme je le fais d'habitude via Apple CarPlay. Apple CarPlay, parlons-en. Android Auto et Apple CarPlay sont disponibles avec connexion sans fil ou filaire, mais vous préférerez d'office la connexion filaire parce qu'elle manque de stabilité quand on le fait sans fil. Ça, c'est un petit peu dommage parce que, par exemple, vous allez vous connecter, ça va très bien fonctionner, vous vous arrêtez, vous allez au supermarché, vous revenez, impossible de réutiliser Apple CarPlay, et puis le lendemain, ça fonctionne bien. Ça, c'est très, très casse-pied. Avec le câble, il n'y a pas le moindre souci, ça fonctionne à ce moment-là très, très bien également. Quand vous roulez, vous allez dépasser la limite de vitesse. Il y a un petit pop-up ici qui va vous proposer de désactiver l'alarme, éventuellement de désactiver la lecture, etc. Même chose pour le moniteur d'attention. Donc ça, c'est très bien fait. C'est très agréable. Et Xpeng, Salut. peux-tu ouvrir les fenêtres avant? Ok. C'est top, hein? Et Xpeng, J'écoute. peux-tu refermer les fenêtres avant? Ok. C'est mieux, il fait chaud dehors. Mais donc voilà. La température est baissée. Vous entendez? Même quand je parle tout bas, il l'a entendu, il vient de descendre la température de 20 à 16 degrés. Donc, attention, Big Brother est là. Plus sérieusement, cet assistant fonctionne très bien, comprend très bien ce que vous lui donnez comme instruction, et pour pas mal de choses, c'est vraiment très pratique, c'est amusant. Sauf quand vos enfants ont compris comment ça fonctionnait et demandent de descendre les vitres alors que vous êtes à 120 sur l'autoroute. Quand vous êtes à l'avant, c'est pas super agréable. Trêve de plaisanterie, donc on a un système qui est vraiment très bien fait, qui a beaucoup évolué par rapport aux premières itérations qu'on avait sur le G6 et le G9. Et là-dessus, Xpeng montre qu'ils sont vraiment très forts en termes de technologie intégrée. Maintenant, voyons voir ce que ça donne quand on roule, parce qu'à la base, une voiture, c'est fait pour rouler. Bon, maintenant, au volant, elle donne quoi cette Xpeng P7 Plus? Alors bon, on va parler un peu technique. Le vrai point fort de cette voiture, en tant que voiture électrique, c'est surtout le fait qu'on a une tranquillité d'esprit. Moi, en consommation, en ville, je suis descendu à 13 kWh,9 au 100 km, ce qui est vraiment très bon pour une voiture de ce gabarit. Et sur autoroute, avec mon épouse, mes enfants et quelques trucs dans le coffre, on était à 17,3. Donc c'est vraiment très 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 confortable, sachant qu'à côté de ça, on n'a pas le stress de se dire ok, non seulement il faut s'arrêter plus souvent qu'avec une voiture essence ou diesel, mais en plus ça prend des plombes pour recharger. Eh bien non, pas vraiment, vous allez pouvoir le constater. Et donc pour vérifier tout ça, le mieux c'est qu'on aille chez Electra pour voir combien de temps il nous faut pour passer de 26 à 80% avec cette P7 Plus. C'est une station limitée à 300 kW, mais on va pouvoir voir si effectivement cette voiture est capable de recharger vite, sachant qu'on ne l'a pas préconditionné. L'emplacement de recharge se retrouve du côté passager et on regarde ce que ça donne. On prend la petite carte. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, en théorie, la voiture, elle doit pouvoir recharger jusqu'à 446 kW. Ici, on est sur une borne qui est limitée à 300 kW, mais ça va être intéressant de voir à quel point elle peut recharger vite. On est arrivé à 26% de batterie. On va voir combien de temps il nous demande pour passer à 80 et s'il est capable de tenir une charge haute assez longtemps. Bon, voilà. Même pas le temps de boire un café, puisque pour passer jusqu'à 80%, en gros, ça a pris 8 minutes. C'est absolument impressionnant. Test bien passé, cette voiture recharge très vite et l'avantage, je l'ai dit, c'est une batterie LFP, donc on peut aller jusqu'à 100% sans problème. Allez, on reprend le volant. Il n'y a qu'une seule version qui est disponible chez nous, en Belgique. C'est la version performance avec la grande batterie. C'est une propulsion qui développe à ce moment-là 313 chevaux pour 450 Nm. La masse, en fonction de la configuration, va varier entre 2 tonnes et 2 tonnes 1. Donc ça reste raisonnable en soi, sachant qu'on dispose d'une batterie de 74,9 kWh, batterie de type LFP, c'est important, mais qui doit suffire normalement pour avoir une autonomie de l'ordre de 440-450 km. Parlons d'abord de la voiture pour ce qu'elle représente en termes de sensation de conduite. Alors on est sur une voiture chinoise, c'est vrai, mais elle a l'avantage, via les différents réglages que l'on peut avoir en termes de ressenti au niveau du volant, de la pédale accélérateur, etc., de pouvoir offrir une configuration qui va être plutôt agréable. Bon, avant de vous parler vraiment du comportement de la voiture, etc., il faut quand même que je vous parle d'une chose. Oui, cette voiture est une voiture chinoise et ça se reconnaît dès le début aux aides à la conduite. Elles sont assez intrusives,
elles ont quand même un petit peu de mal à se régler correctement, parfois à se calibrer. Donc ça, c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que ce soit le centrage de ligne, etc. Une fois qu'il est fait, il se tient bien, mais le temps qu'il se mette en fonction et qu'il se cale bien, on va dire, c'est un petit peu dommage. Pour le reste, je veux dire, l'accès au menu est relativement intuitif, mais il est contraignant dans le sens qu'il y a certaines aides ou assistances qu'on ne peut désactiver ou activer qu'en ayant la voiture à l'arrêt avec la position parking enclenchée. Ça, c'est un petit peu dommage, c'est très chinois et ça sera peut-être amélioré plus tard. Entendons-nous bien, à aucun moment c'est une voiture avec laquelle on va prendre un vrai plaisir de conduire, sportive ni même dynamique, elle n'est pas faite pour ça. Sur les grandes routes avec des grandes courbes à vitesse plus élevée, etc., elle va avoir tendance à avoir un effet un peu bateau. C'est très très confortable en toutes circonstances, mais c'est un peu bateau. Cette voiture a d'abord une vocation à être confortable. Et sur ce plan-là, elle l'est. Petit bémol toutefois, en ville, quand vous passez sur des casse-vitesses ou des plaques d'égout, etc., on sent bien qu'au niveau de la suspension, c'est un peu difficile d'arriver à déterminer si ce sont les amortisseurs ou les ressorts, mais ça manque un petit peu de contrôle en fin de course. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que sinon, le bilan est vraiment excellent. La voiture a tout ce qu'il faut comme confort, c'est-à-dire on a les sièges chauffants mais également ventilés et massants à l'avant, mais c'est également le cas à l'arrière. Et ça, je peux vous assurer que c'est très appréciable pour vos passagers, quel que soit leur âge, quelle que soit leur taille, quand il fait des températures, comme c'est le cas actuellement. Donc ça, c'est un élément qui contribue aussi au confort. Vous voyez ici, on est sur une voie avec des dalles de béton et vous le sentez, je n'exagère pas, la voiture a ce petit effet bateau. Il n'y a rien à faire là-dessus, c'est pas tout à fait au standard européen pour quelqu'un qui aime la conduite dynamique et qui passe d'une voiture à l'autre, c'est-à-dire un journaliste automobile. Pour le client lambda, très honnêtement, ce ne sera pas forcément gênant parce que quand on la conduit à un rythme normal, elle est tout à fait cohérente dans son comportement, elle est saine, les commandes sont agréables, elles n'offrent pas un rendu exceptionnel, mais elles ont l'avantage d'être fiables entre l'impulsion qu'on va donner et la réaction qu'on va obtenir. Donc ça, c'est un très très bon point pour cette voiture. Bon, ben, reste à conclure avec, bien entendu, le prix de cette voiture, parce qu'on n'en a pas encore parlé, et c'est là qu'elle fait vraiment très très fort, encore plus fort que sa partie électrique, puisque cette voiture est disponible chez nous avec deux variantes, la propulsion donc rear wheel drive en long range, donc grande autonomie, et la version all wheel drive performance. On débute à 46 990 € pour la version que nous avons ici, et on passe à 51 990 € pour la version all wheel drive performance. Mais donc c'est un prix concrètement imbattable, surtout au vu des prestations de cette voiture-là, puisque concrètement, ben, je rappelle, on a quand même une partie électrique ultra performante, ça consomme pas beaucoup, ça recharge très vite et ça peut recharger à 100%, donc ça, ce sont les gros points forts. Un énorme confort, on en a parlé également, et une technologie embarquée qui est plutôt réussie et évolutive, on le sait. Par contre, ben, il y a quand même des défauts, pas de frunk. Premièrement, moi je trouve ça assez dommage pour une voiture électrique, même dans cette version propulsion qui n'a pas de moteur à l'avant. On a un confort certes, mais on a aussi l'effet un peu bateau. Je veux dire, en termes de comportement, c'est pas très dynamique, c'est pas très gratifiant. Et enfin, dernier élément, un coffre qui n'est pas hyper intelligemment conçu, pas de cache-bagages, une hauteur limitée à l'intérieur pour le chargement. Ça, c'est un petit peu dommage parce que le volume, lui, il y est. Donc voilà un petit peu une voiture avec plein de qualités, quelques défauts qui ne porteront pas forcément en conséquence dans l'usage de tous les jours. Mais ça, c'est votre choix. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.